Hello Christophe, on se retrouve ici pour un épisode 3. J'avais interviewé déjà 2 fois sur la chaîne, on avait fait 2 podcasts. L'audience avait adoré, à chaque fois ils en redemandent. Donc bienvenue, il me semble que là, cette fois-ci, c'est toujours le même décor, mais je crois que tu n'es plus dans le même pays. Depuis, il y a eu des changements. Exactement, changement dans les marchés, changement dans la vie perso, tout a changé, mais en tout cas très ravi d'être là pour une saison supplémentaire. Magnifique. Donc ce que je te propose aujourd'hui, on va parler un petit peu forcément de la valorisation des marchés actuellement, de l'explosion. On va parler de Google aussi, qui je crois est dans ton portefeuille aussi. C'est la plus grosse position de mon portefeuille, mais c'est aussi une position assez conséquente dans ton portefeuille qui a bien performé suite au procès. On va parler de ce fameux, on est en septembre au moment où on tourne ça, donc de la fameuse saisonnalité des marchés. Donc on va aborder un petit peu ça. Ta watchlist, ça peut être intéressant de savoir ce que tu as en portefeuille, ce que tu recherches, surtout peut-être que tu cherches à renforcer parce que tu n'es pas content du sizing, tu aimerais bien avoir un peu plus dessus. Donc, on va aborder tout ça pour donner, on va dire, un max de valeur à ceux qui nous écoutent. On va les régaler, on va les régaler. Juste avant qu'on rentre dans le dur avec ce podcast, j'ai ouvert le club Finance Optimale. Tu peux découvrir ce qu'il y a dans ce club et ma stratégie d'investissement en bourse qui génère plus de 20% par an en cliquant sur le lien dans la description. Le club te permet d'accéder à une communauté dans laquelle je partage mon portefeuille, je partage mes analyses des entreprises que j'ai en whitelist. Tu accèdes également à tous mes outils, donc mon algorithme pour valoriser une entreprise, mon algorithme pour donner une note aux entreprises, pour avoir vraiment une note concrète aux entreprises. Littéralement, ça te prend 15 minutes à remplir. Ça te dit si l'entreprise est intéressante ou pas. Ça te permet de valoriser aussi les boîtes. Tu accèdes également à tout un tas de cours différents sur ma stratégie pour investir en bourse. Donc, comment analyser une action, valoriser, toutes les analyses que j'ai faites, toutes les recherches que j'ai faites, comment utiliser l'IA correctement, comment générer des idées d'investissement. On fait des lives également toutes les semaines dans la communauté. Bien sûr, je réponds à toutes les questions via l'onglet ici de discussion. Donc, tu as le lien qui se trouve en description. Je t'invite à cliquer dessus. Regarde la vidéo de présentation pour bien comprendre ma stratégie et voir si ma stratégie va être adaptée pour toi. Donc, ma stratégie qui me permet de générer plus de 20% par an grâce à la bourse. Donc, lien dans la description. Regarde tout ça. Et si ça t'intéresse, je t'invite à réserver un appel avec moi pour voir si le club sera fait pour toi. On est sur des marchés plutôt hauts et on est sur un mois qui, en général, si on suit la saisonnalité, n'est pas très positif. On est des investisseurs long terme, donc je pense que si jamais il y a une catastrophe, on prendrait les opportunités qu'on a. Mais bon, rien n'est garanti, hein. Je vois beaucoup d'articles sur Internet en disant « vendez tout en septembre ». Ça va se casser la gueule. Ouais, je ferai attention à tous ces articles, quoi. Tout est possible. En moyenne, ça a été mauvais, mais tout est possible. Il y a des années où les mois de septembre sont très bons. Mais bon, dans tous les cas, on sera préparé. Dans tous les cas, on serait préparé parce que, comme tu le dis bien, on a une watchlist qui est prête. Donc, si jamais il y a des opportunités, on sera là et on attaquera directement. Puis surtout, le problème, c'est que la moyenne, je crois, de la baisse au mois de septembre, c'est moins 1,8%. Honnêtement, que tu achètes ton action 1,8% moins cher ou 1,8% plus cher, si dans 10 ans, tu estimes que c'est ces 1,8% qui ont détruit ta performance et qui ont fait que tu n'as pas atteint tes objectifs en bourse, honnêtement, Ouais. je pense qu'il y a peut-être un problème dès le départ au moment où tu as voulu commencer à investir. L'alpha de 1,8, ça fait une différence énorme. Énorme. Donc, faire gaffe à ça. Il y a beaucoup en plus, en ce moment, c'est la guerre quoi, avec la Fed. Tu as d'un côté l'inflation qui semble repartir, d'un côté le taux de chômage qui commence à montrer des signes de faiblesse. Là, disons, il y a le cocktail explosif pour l'investisseur particulier, fan de YouTube, fan de politique et tout ça, là, il y a tout ce qu'il faut pour lui dire de se barrer des marchés, entre guillemets, quoi, et de C'est pas vrai. investir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Toutes les années sont remplies d'incertitudes, mais là, c'est des gros mouvements. Les mouvements de la Fed sont vachement surveillés. Et il y a des entreprises qui vont bénéficier d'un changement de politique de la Fed, d'autres qui vont souffrir, d'autres qui vont bénéficier. Il y a de tout. Si jamais on veut optimiser le portefeuille, il faudrait remplir son portefeuille d'opportunités qui vont bénéficier de ce changement. Les opportunités qui vont bénéficier du changement, si on baisse les taux d'intérêt, si on a de la dette, c'est une très bonne situation. Si on fait des buybacks avec beaucoup de dettes, c'est une très bonne situation. Il y a plusieurs opportunités comme ça qui vont se déployer au fur et à mesure des mois. Personne ne sait si la Fed va couper les taux d'intérêt de 0,25, 0,50, un petit peu plus, un petit peu moins.
Mais je suis très curieux de savoir ce qui va se passer, quoi. Fin 2025 et 2026. Comme d'habitude, hein, c'est un régal. On va voir, on va suivre ce qui se passe, mais c'est super intéressant. Alors là, moi, je t'avoue que j'aimerais bien qu'on ait une surprise que la Fed ne baisse pas les taux d'intérêt. Parce qu'il y a dans les boîtes qui devraient en profiter, il y a FICO d'une baisse de taux d'intérêt. Si on pouvait avoir un FICO qui repère un petit 15-20% à cause des mauvaises annonces de la Fed, une mauvaise surprise, ce serait quand même pas mal, hein, parce qu'on est très proche, je trouve. Pour FICO, on est quand même très proche d'une value qui peut être intéressante pour ouvrir un portefeuille. Je ne sais pas si tu penses que tu l'as dans ta watchlist. Je suis dans ma watchlist depuis 2020, donc oui, ça fait plusieurs années qu'elle est là. Elle est bien logée, elle a un appart carrément, elle est vraiment là depuis longtemps. C'est une bonne place dans la watchlist d'actions qu'on achète une fois et qu'on ne touche pas. Et on prie pour qu'elle tombe encore pour en acheter plus. Après, on ne touche pas. Et on prie encore pour en racheter plus. Et c'est une action qui vaut toujours cher. Donc, je pense que c'est une des actions qui va le plus bénéficier du changement de la politique de la Fed. Et parce qu'elle dépend du mortgage market, du crédit. Donc, s'il y a plus de gens qui font des crédits aux US parce que la dette est moins chère, le marché va augmenter en général, et parce qu'ils font des buybacks avec de la dette. Donc vraiment, il y a les deux moteurs en full force pour FICO. Le problème, c'est que ça se vaut super cher. Tu regardes les analystes de Wall Street, s'ils ont des notes, leur croissance, elle est phénoménale. Ils estiment une croissance phénoménale, le marché estime une croissance phénoménale. Tout le monde est très bullish pour FICO. Donc, tout le monde est très bullish, donc tout le monde a une fair value qui est très élevée. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Hein. Je rappelle qu'en 2022, pour les gens qui regardent cette vidéo, ils se disent ouais, pourquoi pas acheter FICO. En 2022, ça se payait avec un PE ratio, price to free cash flow, de 25. Donc, et le business n'avait pas changé. C'est juste que c'est la loi du marché comme ça. Tout est possible. Ça fait combien de temps que tu regardes FICO, qu'il est dans ta watchlist? Je l'avais dans ma watchlist, mais de très loin, depuis 6 mois. Quand je dis de très loin, c'est que j'avais juste regardé rapidement les chiffres. J'avais suivi 2-3 vidéos qui parlaient un petit peu de FICO, mais sans me plonger, parce que c'était en fait la valorisation était tellement élevée. Je me disais, pas d'urgence de regarder maintenant, parce que c'est bon, on va pas passer d'un PER de 80 à un PER de 30 dans 3 semaines. Donc je l'avais mis de côté un petit peu. Je savais qu'il fallait l'analyser, mais sans trop le faire. Et là, depuis, ça fait quoi, 3 mois à peu près, où ça a pris quasiment 2 journées à moins 20%, une suite à l'annonce des résultats et une suite à l'annonce du gouvernement là, avec le Vantage Score. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'ils appellent le Vantage Score, qui maintenant vient, entre guillemets, faire concurrence à FICO, alors que bon, ça n'a pas vraiment l'air d'être une concurrence. Donc, suite à ça, maintenant, ça a perdu 40%. Ça commence à me devoir donner le signal, OK, il faut regarder rapidement. Donc là, j'ai deep dive, je l'ai en watchlist. Maintenant, j'ai mon prix cible. Je t'avoue que parfois, je suis un peu tenté de me dire, bah, vas-y, je vais ouvrir une petite position maintenant, quitte à triple ou quadruple down si ça baisse, parce que c'est quand même intéressant. Mais malgré la qualité du business, j'ai quand même pas trop envie de déléguer, de déroger à mes valorisations, à mes trucs, parce que là, le seul moyen pour que maintenant ce soit une valorisation qui puisse être correcte, c'est si la croissance va dans le meilleur des mondes. C'est si on a une croissance qui est vraiment élevée. Et je trouve qu'estimer avec ce niveau de croissance, même pour le mode qu'a FICO, même pour le pricing power qu'a FICO, je trouve quand même que c'est prendre des risques qui ne sont pas forcément utiles et pas forcément obligatoires. Bah, c'est optimiste, quoi. C'est le bull case scénario haussier. Ouais. Je pense que c'est ça qui va arriver, que le bénéfice va grossir de 25% par an dans les 5 prochaines années. Et tout le monde est très convaincu de ça. Moi, c'est très, très bullish, on va dire. Très, très bullish. T'attendais que ça baisse en 3 mois, 3 tweets, ça a baissé énormément. Donc, il suffit de 1 ou 2 tweets supplémentaires et le prix va tomber énormément. Il faudrait, là, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un article ou un mec influent, tu vois, qui dise regardez Vantage Score en seulement 1 an, c'est passé de tant de scores de crédit à tant. Et vous pensez qu'ils ont pris ces parts de marché à qui? À FICO. Alors que quand tu regardes les prix, ils n'ont pas pris part de marché, c'est juste que les gens ont acheté FICO plus Vantage Score, ils ont payé pour les deux. Donc tu vois, avoir un petit tweet comme ça,
qui laisse penser que FICO a perdu des parts de marché, je pense que ça, c'est bon, tu prends encore moins 10, moins 15% en 1 ou 2 jours. Là, ça te fait un point d'entrée tu peux avoir un début de point d'entrée, quoi. Voilà, donc si quelqu'un du gouvernement américain qui regarde cette vidéo, je pense qu'on va en avoir beaucoup, s'il vous plaît, faites un tweet, faites un article là-dessus, on serait ravis. On vous enverra un mail de remerciement. Ouais, et j'avais c'est pas tout. fait gaffe, mais le PDG de FICO, il possède encore 1,5% des parts de la boîte. J'avais pas fait gaffe qu'il était. Je pensais que c'était une boîte entre guillemets institutionnelle maintenant, que c'était juste ouais, des institutions. Non, mais 1,5, c'est quand même pas mal pour un PDG. Mm. Surtout que c'est pas un PDG fondateur, c'est un PDG qui a récupéré ses parts depuis le conseil d'administration et tout. C'est solide. C'est solide. T'as pas beaucoup de red flags sur FICO. Les seuls yellow flag, red flag que tu pourrais trouver, c'est même quand la valo était super élevée, avec un PI de 100, ils continuent à faire les buybacks. Tu fais, bon, c'est bizarre ça. C'est le plus gros red flag que tu puisses trouver, hein. Le manque de transparence, la visibilité. Ouais. Mais pour ce qui est de capital allocation, c'est extrêmement stupide. Ils font juste des buybacks tous les ans. Ils mettent tout leur cash flow dans les buybacks. Pas d'acquisition majeure, pas de dividendes. Avant, ils en faisaient des dividendes, hein. Un minuscule dividende, ils ont arrêté en 2017. Vraiment, ça n'a jamais été leur philosophie. Jamais été leur philosophie de faire des acquisitions. Ils disent la barre pour les acquisitions, le threshold, la barre, le seuil, il est très, très, très haut. Donc, il y en a vraiment très, très peu. Et il n'y a que des buybacks. C'est extrêmement stupide comme allocation de capital et c'est très prévisible. Tu sais exactement ce qu'ils vont faire dans les 3 prochaines années. Ils vont racheter tous Ouais, leurs buybacks, toutes leurs actions. il y avait un autre truc qui me, entre guillemets, fait un peu peur, c'est c'est de la politique. Donc c'est pour ça que je n'y tiens pas trop d'importance, mais c'est si le gouvernement commence à réguler le secteur et à leur autoriser qu'une augmentation de prix de FICO que de 10% par an maximum, et qu'ils mettent une régulation là-dessus. Ça, je trouve que c'est un risque qui vient détruire un petit peu la thèse, parce que la thèse, en gros, c'est qu'ils sont capables d'augmenter le risque de 20% par an, et pendant au moins 5 à 10 ans, ils peuvent continuer de le faire, parce que le prix restera ridicule par rapport au prix global du mortgage. Mais si tu bloques, si le gouvernement vient caper à 10%, c'est pas dans les habitudes du gouvernement américain de faire ça. Mais c'est pas non plus dans les habitudes du gouvernement américain où le président vient autant mettre la pression à la Fed, parce que qui est censé être une entité qui est quand même bien distincte. Le gouvernement en ce moment fait beaucoup de trucs qui s'apparentent presque à du communisme. Donc c'est juste ça qui m'embête un peu. Mais disons que c'est grâce à ça qu'il y aura potentiellement une fair value, qu'il y aura potentiellement un bon point d'entrée. Donc faudrait pas qu'il fasse ça, quoi. Attends, comment ça, communisme? Est-ce que les présidents communistes à l'époque créaient une crypto à leur nom pour faire du stock pop and up à l'époque? Non, c'est surtout qu'en fait, Trump commence à prendre le contrôle sur beaucoup de choses où il ne devrait pas avoir de contrôle, quoi. La Fed, il vire des gens qu'il ne devrait pas virer. Il met en place des partenariats dedans qu'il ne devrait pas avoir. C'est censé être une entité indépendante. Il force des trucs qu'il ne devrait pas forcément forcer. Je trouve qu'il y a beaucoup de. En fait, il a, entre guillemets, un peu trop de pouvoir sur certains points. Donc maintenant, encore une fois, jusqu'où ça ira, on n'en sait rien. C'est potentiellement aussi que du blabla pour parler, pour jouer les grands airs, mais au final, si on regarde réellement ce qu'il y a entre les lignes, il ne se passe rien. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui semblent être en train de se passer, qui ne sont pas forcément terribles. Ouais. C'était pareil pendant le premier mandat. Beaucoup d'actu, beaucoup de mots. Entre 2016 et 2020, beaucoup de choses sont passées, beaucoup de marchés qui montaient et qui montaient, beaucoup de baisses de taxes, beaucoup d'influence sur la Fed. Et au final, ça va, hein. Au final, les Magnificent Seven de l'époque, les FANG sont pas plus touchés que ça finalement. C'est juste une question de philosophie, mais ça va durer 4 ans et après ça va changer. C'est des cycles. Il va se passer beaucoup de choses, hein. Vraiment, moi j'attends d'autres corrections comme on est en avril. J'en attends encore des comme ça, hein. C'est-à-dire que là, depuis avril, il y aura obligatoirement des moments de panique. C'est-à-dire que les gens oublient qu'en 2018, il y a eu des craintes de Troisième Guerre mondiale avec des lancements de missiles avec la Corée du Nord.
Et ça, la bourse est tombée pour panique, parce qu'ils faisaient plusieurs essais de missiles qui tombaient dans l'eau. Et après, ils ont fait des photos ensemble. Et voilà. Donc, il y aura des trucs comme ça. Il y aura des trucs comme ça, c'est sûr. Ça va arriver, je ne sais pas quand. J'espère que ça va arriver, moi, honnêtement. Si ça permet de racheter des actions pas chères, on y va là. Là, j'ouvre les valves, c'est bon. Hein. On y va. Tu veux qu'on shift sur le chapitre watchlist? Comme ça, Qu'est-ce que tu surveilles là si on a une pseudo troisième guerre mondiale qui commence? Si on a des tweets. Qu'est-ce que tu nous achètes là? Tu bombardes sur quoi? Pico est évidemment dans le cibleur, dans le viseur. Hein. Vraiment, c'est flagrant. Et vu que j'étais déjà un actionnaire de Fico à l'époque, je connais la boîte et donc j'ai confiance dans le business model, dans le management. Aussi, le dernier achat que j'ai fait, c'est du Fortinet. Fortinet, je crois que sur ta chaîne, tu suis aussi Fortinet. Et je l'ai acheté il y a une semaine ou deux là. Voilà. Dernière semaine d'août, j'ai ouvert une demi-position. C'est un peu moins qu'une demi-position. J'ai ouvert 3% du portefeuille pour suivre, entre guillemets, pour être aux premières loges s'il y a une baisse. Parce que quand c'est dans ton portefeuille, tu sais déjà qu'il y a une baisse. Enfin, tu sais, tu vois que ça baisse. C'est comme ça, je n'ai pas à taper tous les jours Fortinet stock sur Google pour voir s'il n'y a pas une baisse de 10%. Ouais. J'ai une petite première position sur Fortinet aussi. Ouais, c'est très bien. C'est pas assez cheap comme on pourrait l'entendre, comme on avait eu en 2023 par exemple, ou 2020, ou 2017 à l'époque, mais c'est raisonnable, on va dire. En fait, les Wall Street attendait beaucoup de Fortinet, une croissance énorme, et ils ont juste fait des résultats qui étaient corrects, une croissance à 15%. Je prends ça tous les jours. Qui sont corrects par rapport aux attentes, quoi. Voilà, je prends ça tous les jours. Par rapport à une entreprise, c'est plus que des résultats corrects. Ouais. Pour Wall Street, c'est correct. Quand même, il faut se dire que 15% de croissance, c'est correct. C'est juste correct. C'est-à-dire que la cybersécurité est un secteur qui va grossir à 10-12% par an, minimum. Donc déjà, on dit le niveau de l'eau qui monte, ça soulève tous les bateaux en même temps. Voilà, être dans une vague cybersécurité qui grossit à 12% par an, ça fait un vent arrière qui est énorme déjà. Donc déjà, on est sûr de grossir à ce niveau-là. Et si tu regardes les projections de Fortinet de l'époque, 2017, 2018, et les estimations du marché du cyber de l'époque, les projections sont fausses. Parce que depuis le Covid, depuis 2020, tout s'est accéléré. Donc, en fait, on s'attendait à ce que le marché de la cyber grossirait à 7% par an. Et devine quoi, il a grossi à 10% par an. Et maintenant qu'il y a l'IA et il y a encore plus de demandes, Statista estime à 12% de croissance dans les 5 prochaines années. Donc, tout s'accélère. C'est un très bon marché. Si je le compare à d'autres industries, beaucoup moins rapides, beaucoup moins performantes, c'est assez dingue. Juste d'être positionné dans ce lac qui a beaucoup de mouvements. Et dans le lot, tu as beaucoup d'entreprises qui grossissent beaucoup. Tu as une entreprise qui ne grossit pas, qui est Checkpoint, qui font des buybacks énormes. C'est une situation très spéciale. Et Fortinet est la plus rentable du lot. Si on veut investir dans la cyber, Fortinet est la plus rentable. Fortinet est celle qui génère le plus de cash flow. Fortinet a des fondateurs qui sont encore là, qui possèdent 15% de la boîte. Fortinet est la seule qui grossit et qui fait des buybacks. Et vu qu'elle a chuté en bourse de 25%, elle devient raisonnable. On est à des prix de valo qui retombent à 2023, qui sont corrects. Et c'est une des rares qui est aussi en net cash. Donc, au lieu de regarder le price to free cash flow, j'ai même regardé le EV to free cash flow. Donc, tu prends en compte le cash dans la valo, ce qui fait qu'on est à des niveaux parfaitement raisonnables. C'est quality business at fair value. Et comme à chaque fois qu'un de ces business tombe, il y aura des craintes, il y aura des gens qui vont dire non, Fortinet, c'est leurs produits qui sont pourris, c'est parce que la boîte, elle est en décroissance, ils ont un nouveau CFO, à chaque fois que le CFO parle, l'action tombe. J'ai vu, je crois, tout ce qui s'est passé sur Internet, tous les articles, tous les Substack, tous les commentaires YouTube, je crois que j'ai un peu tous les tweets, j'ai un peu tout regardé, je pense. À chaque fois que l'action tombe, il y a des craintes qui arrivent. Devine quoi, c'est pas la première fois, c'est le 3e cycle que je vois de multi-annuel, 3e cycle que je vois les mêmes craintes qui surgissent à chaque fois.
Et à chaque fois, l'action rebondit, à chaque fois, l'action est solide, à chaque fois, il y a le fondateur qui assure, et à chaque fois, il y a des buybacks. Et là, on a le plus gros buyback ever pendant ce trimestre. Donc, l'entreprise, elle est très sereine. Et dans une interview récente, ils ont dit, on est confiant, on grossit à 15% par an et notre stratégie n'est pas disruptée. Et voilà. Donc, l'action est tombée énormément pendant le Q2. Et pendant le Q3, ils ont fait le plus gros buyback ever. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté 1 milliard à leur programme de buyback. Et voilà, bon, ça, c'est une petite estimation. Je pense qu'ils ont fait au moins 1,4 milliard de buyback, ce qui est leur plus gros buyback ever. Plus qu'en Covid, plus qu'en mars 2020. Voilà, la deuxième action dans la watchlist. Et je te renvoie la balle comme un match de tennis. Et je te propose de partager deux. On fait 2-2 si tu veux. Je ne sais pas quel format tu peux faire. Je vais en partager 2 autres que FICO et Fortinet parce que tu les as partagées. Elles sont aussi dans ma watchlist. Il y a un autre truc que j'aimerais rajouter, je trouve, sur Fortinet, qu'on oublie beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, leur seul concurrent, entre guillemets, qui a un produit assez similaire, c'est Palo Alto. Et le modèle de Palo Alto, si vous amusez à regarder ROIC, ROCE, ROE, marge opérationnelle, tout ça, Fortinet leur met une claque monumentale. Et la raison, c'est que Fortinet, dans la cybersécurité, dans les produits qu'ils font, moi je les vois un peu comme Apple, où ils vont créer tout un écosystème avec leurs produits et que leurs produits sont créés par eux-mêmes. Alors que Palo Alto, leur business model, c'est de racheter des startups et des concurrents qui font ces produits-là et ensuite de les intégrer à leur réseau. Ce qui fait que l'intégration de Fortinet est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rentable pour les clients. Parce que le client, le coût, le rapport, comment on appelle ça, résultat sur coût, est 60% meilleur avec les produits de Fortinet par rapport au deuxième du marché. Donc, ce n'est pas par rapport au marché, c'est par rapport au deuxième meilleur du marché, à celui qui est juste en dessous de Fortinet, 60%. Dans un monde où l'électricité devient de plus en plus rare et de plus en plus chère, où l'énergie devient de plus en plus rare et pas encore de plus en plus chère, c'est-à-dire que le prix de l'énergie pour le moment n'ont pas encore décollé alors que ça devient de plus en plus rare. Donc, je pense que ça devrait arriver prochainement, c'est juste qu'il y a encore une petite décorrélation. Pour pouvoir proposer à ses clients 60% de coûts, de réduction de coûts, c'est quand même un avantage compétitif énorme, même s'ils n'ont peut-être pas le meilleur produit sur le marché aujourd'hui. Rien que le fait qu'il y ait ce save, c'est en mode si nos produit est suffisamment bon pour résoudre nos problèmes, on va préférer aller là-dessus parce que sur du long terme, ça nous fera économiser énormément d'argent. Et que la façon dont c'est built, ça va être très compliqué pour d'autres acteurs de venir faire mieux que Fortinet là-dessus. Et je pense que ça c'est quand même un très bon gage de qualité et un très bon gage de protection, quoi, de mode. Tu soulèves un très très bon point. Le best in class, meilleure qualité, c'est Palo Alto Networks. Fortinet est un peu derrière. En termes d'efficience, de niveau qualité-prix, Fortinet est meilleur. Donc, si on veut le top du top à un prix plus élevé, on est le client de Palo Alto Networks. Mais si on veut de l'efficience, exactement ce que tu as dit, l'efficience, le rapport qualité-prix, Fortinet est devant. Parce c'est leur culture, c'est leur vision. Et bon, ils font des acquisitions, Palo Alto Networks, donc ils galèrent à être rentables. Mais c'est leur stratégie. C'est-à-dire que leur cash flow augmente quand même. Depuis 2018, ils ont un nouveau PDG, Nikesh Arora, qui fait beaucoup d'acquisitions. Et si tu regardes les interviews, brillant, vraiment incroyable pour être le best in class. Et ils rachètent des petites boîtes, des petites startups avant qu'elles explosent. Et sur ce coup-là, vu qu'ils ont les meilleurs produits, les meilleurs services, on peut en conclure que leurs acquisitions marchent bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même modèle. Soit on a les visionnaires qui rachètent les leaders de demain, soit on a l'efficacité, rapport qualité-prix, buyback, marge, cash flow. Donc, selon le type d'investisseur qu'on est, plus visionnaire ou plus efficacité, on a deux boîtes qui sont très, très bonnes. C'est juste une question de style. Ouais, non, totalement. C'est une question de style, c'est une question de vision. Moi, j'ai préféré Fortinet aussi parce que, bien que j'aime bien l'aspect visionnaire, je ne vois pas ça dans la cybersécurité aussi impactant que dans un autre domaine, dans le style, dans le domaine tentaculaire à la Amazon et tout ça. Et ils n'ont pas l'efficacité d'un Constellation Software. Tu vois. Une Constellation Software, ça fait des rachats de trucs, mais bon, c'est les achats de software, donc c'est forcément déjà plus de marge, plus de rentabilité dessus. Mais
C'est un business model où je trouve quand même qui me fait un peu peur. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve que Fortinet est potentiellement, si tout se passe bien sur Palo Alto, c'est vrai que ça peut performer mieux pour Fortinet, mais je trouve que le risque est un peu plus élevé. Alors que Fortinet, je trouve qu'on a un ratio risk-reward qui est parfaitement honnête, qui est peut-être beaucoup plus stable, où on prend un peu moins de risques. Certes, on accepte de potentiellement avoir une moins bonne performance que Palo Alto, mais globalement, on aura quand même une meilleure performance que les indices, à mon sens, avec du Fortinet. Ouais, surtout à ces prix. Surtout à ces prix. Donc, Ok. en watchlist, là, elle est en demi-watchlist, c'est Salesforce. Parce que d'un côté, je trouve que Marc Benioff est quand même très, très bon en tant que PDG. Euh, Très bon en termes d'image pour l'entreprise. Ils déploient tout. J'aime beaucoup leur stratégie pour leur agent IA. Leur stratégie, c'était simple. C'était on a intégré tous les agents IA qu'on vous vend dans Salesforce. Là, tout le processus que vous êtes en train de faire pour regarder ces agents IA, pour savoir si vous voulez les acheter, c'est nos agents IA qui sont en train de vous les vendre. Donc, si vous voulez être capable de faire pareil, vous pouvez les acheter. Et c'est pour ça, 40% des ventes qu'ils ont fait sur les agents IA, c'est des clients qui existaient déjà. Donc, ils ont déjà signé, je crois, 12 500 nouveaux clients le dernier trimestre, dont 6 500 qui ont déjà payé. Le seul problème que je vois, c'est que c'est une boîte qui semble pas avoir une croissance qui va être exceptionnelle, mais qui va être très bonne. C'est-à-dire, c'est entre du 9 et 11-12% de croissance par an. Si avec ça, ils font masse de buybacks, surtout en ce moment, ils ont relevé là, leur buybacks programme, ils l'ont fait passer à 20 milliards de dollars, alors qu'avant, il était un peu plus faible. 20 milliards, c'est un peu moins de 10% de leur market cap. C'est pas mal. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il y a toujours un moment où ils arrivent avec une acquisition farfelue. Une acquisition qui n'est pas forcément nécessaire ou une acquisition qui est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'ils doivent faire. Et je me dis, si il y a un an, ils avaient commencé à dire, bon, on se calme sur les acquisitions, on va plutôt se concentrer sur du buybacks. Ils ont une nouvelle acquisition qui vient de rentrer dans les trucs là, qui doit se faire finaliser en 2026 ou 2027. C'est juste ça qui m'embête parce que les chiffres sont bons, la croissance est globalement pas mal. La rentabilité est un petit peu faible, mais si on la calcule avec le free cash flow à la place de l'EBIT ou du bénéfice net, c'est beaucoup mieux. Donc ça donne des rentabilités vraiment pas mal. Donc c'est juste cette petite indécision qui m'embête. Je pense que historiquement, Salesforce, je trouve qu'ils ont été assez détruits par les analystes. C'est-à-dire les estimations de Wall Street de croissance, je trouve qu'ils ont toujours été un petit peu inférieurs à ce qu'ils pouvaient réellement produire. Et si on regarde depuis 2021, je crois qu'ils n'ont pas fait un seul trimestre sans faire mieux que ce qui était prévu. Donc c'est un peu comme Arista Network là-dessus, où ça fait toujours mieux que ce qui est annoncé et que ce qui est prévu. J'ai beaucoup aimé aussi Marc Benioff là, dans le conference call, qui était prudent, c'est-à-dire là où tout le monde, où tu écoutais tous les conference calls, l'IA c'est le futur, on est sur une nouvelle génération de trucs qui va tout changer. Lui, il est en mode, on a un bon produit, ça fait économiser de l'argent à nos clients, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent. Maintenant, c'est encore trop tôt pour estimer la croissance et la rentabilité réelle qu'il y aura dans 3, 4, 5 ans, etc. Donc, ça va nous apporter de la croissance, mais c'est encore trop tôt pour vous dire quel degré de croissance on aura. J'aime bien ça, parce qu'au moins, on ne s'attend pas à 20% pour au final avoir un 10%. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et actuellement, c'est à des bons prix. C'est-à-dire que si on soit un scénario assez neutre de croissance, avec 10-11% de croissance par an, ou un scénario un peu plus positif à 12-13% de croissance par an du free cash flow par action, dans les deux cas, on est à des prix, soit on est à des bons prix, soit on est à des prix vraiment pas chers. Donc, j'ai ça qui m'intéresse pas mal, surtout que Benioff, il a quasiment 3% de la boîte encore. Donc, ça me fait un peu de l'œil. J'ai un peu du mal juste à estimer si, oui ou non, ils seront capables de grossir plus rapidement que ce qui est estimé ou pas. C'est juste ça où je n'ai pas encore fini ma due diligence complète pour rentrer dans ma position. Ouais, à voir s'ils se font disrupter ou pas, quoi. S'ils arrivent à grossir 10% et être gros, ou bien beaucoup moins s'ils se font disrupter. Je ne connais pas du tout l'industrie, donc. Mais en fait, c'est avec leur base de clients qui est tellement énorme que pour se faire disrupter, il faudrait qu'il y ait des agents IA ou des boîtes IA
qui viennent voler tous les clients de Salesforce ou une grosse partie des clients de Salesforce. Et il me semble que c'est beaucoup plus simple pour les clients de Salesforce de juste prendre l'upsell Salesforce pour les agents IA ou de remplacer le truc qu'ils ont par leur programme IA, quoi, plutôt que d'aller ailleurs. Surtout que Salesforce a de la data spécialisée dans l'IA, c'est-à-dire c'est pas des modèles d'IA qui sont entraînés avec toute la data qu'on trouve partout. Là, c'est uniquement de la data spécialisée dans chacune des industries, dans chacun des clients. Donc, c'est censé mieux fonctionner, c'est mieux alimenté, c'est plus spécifique. Donc, par rapport à ça, je trouve que Salesforce est bien positionné. Maintenant, c'est plus parce que je n'ai pas encore réussi à bien estimer la croissance potentielle que peut avoir l'entreprise que j'ai fait ça. Et aussi le fait que, étant donné que je vise un portefeuille assez concentré, entre 8 et 15 boîtes grand maximum en portefeuille, disons que je préfère avoir le cash pour lancer une cartouche sur FICO ou sur renforcer Fortinet que prendre Salesforce, par exemple. Donc, c'est ça aussi qui me fait un peu hésiter là-dessus. Ouais, question de conviction, quoi. Ok, bon, je comprends mieux la demi-watchlist alors. Ok. Autre chose qui est dans ta demi-watchlist ou ta watchlist full watchlist, après j'ai MSCI et Mastercard. Pas vraiment besoin, je pense, de les présenter vraiment en détail, mais MSCI, management quand même assez compétent, qui, là, en plus de ça, je dois annoncer, je crois, c'est ce dernier trimestre ou le trimestre d'avant, ils allaient focaliser plus sur la partie rentable, donc les index, tout ce qui fait que ce qu'est MSCI aujourd'hui, pas qu'ils arrêtent le reste, mais qu'ils mettent un peu plus de focus là-dessus, parce que c'est quand même là où il y a le plus de value à aller chercher pour l'entreprise. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le fait que, contrairement à S&P, même si S&P est très bon aussi, hein, mais par rapport à S&P, je trouve qu'ils font moins d'acquisitions, de fusions et tout ça, qui peuvent être dilutives. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus tranquille, quoi. C'est pépère. C'est un petit fleuve qui va tranquillement, qui ruisselle, et c'est tranquille. J'aime bien aussi le fait que ce soit des indices monde, que MSCI soit connu pour les indices monde. Alors, je n'ai rien contre les indices que possède le S&P 500, hein, Standard & Poor's, le S&P 500 est très bien, mais vu la concentration qu'il y a aux États-Unis des investisseurs, vu le peu de connaissances qu'il y a sur des marchés qui ne sont pas américains, je ne vois pas comment le monde va partir plus vers des indices américains que des indices monde. Je pense qu'il y a quand même un gros marché encore à aller chercher pour les indices monde qui n'a pas encore été exploité. Et donc, c'est MSCI qui va profiter de ça. C'est MSCI qui sera les mieux placés pour profiter de ça avec le MSCI Monde, MSCI ACWI et Emerging Market, qui sont des très bons indices. Donc, je pense que là, ils ont le vent de dos pour ça. Donc, ça va, je pense, beaucoup les soutenir. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et Mastercard, duopole avec Visa. Et quand je dis Mastercard, Visa, c'est pareil, hein, que ce soit l'une ou l'autre. C'est globalement la première qui a une valorisation qui va être bonne, j'achète, quoi. Je ne fais pas trop de distinction entre les deux. Mastercard a un peu plus de croissance que Visa, mais les deux sont très très bonnes. Et Visa est plus rentable. Oh, c'est vraiment même combat. Hein. Absolument même combat. Investir dans la aussi. Vas-y. Ouais, non, je confirme ce que tu disais. Ouais. Ah ouais, même problème aussi avec les stablecoins. J'ai eu beaucoup d'articles qui parlaient des stablecoins. J'attends de voir la description. On va voir, tout est possible. Ouais, investir dans MSCI, c'est aussi investir dans les marchés émergents. C'est un très bon hedge. Si jamais les marchés américains ont beaucoup d'inflow, MSCI va en bénéficier. Si jamais les marchés américains ont beaucoup d'outflow, s'il y a un crash américain pour X raisons et l'Europe et l'Asie, on le voit en poupe, MSCI va bénéficier. Donc, ça fait un coverage international. Ça fait un investissement beaucoup plus international, MSCI, comparé à un S&P Global, par exemple. Donc, au lieu d'investir en Chine, dans des actions chinoises, par exemple, ou en Europe, MSCI paraît pas déconnant. Et d'ailleurs, en parlant d'actions qui vont bénéficier de la baisse de taux, comme FICO, je mets MSCI dans la même catégorie. Hein. C'est-à-dire que MSCI, depuis qu'ils ont eu un activiste Value Act en 2015, qui leur a dit, les gars, faites des buybacks, prenez la dette et faites des buybacks parce que votre valo, elle est vraiment ridicule et vous avez une stabilité indécente. Donc, faites des buybacks, boostez les ratios pour vos actionnaires qui vont se régaler. OK, c'est exactement ce qu'ils ont fait.
Du coup, depuis 2015, ils font de la buyback avec de la dette, jusqu'au moment où la dette ne valait plus 0%. Et en 2022, le taux de la dette était genre à 4 ou 5%. Du coup, ils ont dit, bon, allez, c'est trop cher maintenant, on arrête. Donc, je pense qu'ils sont très contents de voir que la Fed a changé d'avis. Et si les taux, la dette redevient moins chère, ça sera peut-être les premiers à sauter dessus et reprendre une dette fixe à 3%, 3,5%. Parce que si tu regardes leur ratio, dans tous leurs rapports trimestriels, ils disent voilà, on estime, on a un ratio target, je sais pas moi, net dette sur EBITDA de 2,5. Voilà, on estime avoir ça. Et là, quand le free cash flow a augmenté, l'EBITDA a augmenté, la net dette est restée stable depuis 2022, ce ratio a diminué. Donc, ils sont sous-endettés si tu regardes ce ratio. Donc, ils attendent qu'une seule chose, c'est que la dette devienne moins chère. Et à tout moment, maintenant, dans les 6 prochains mois, 9 prochains mois, 18 prochains mois, tu vas recevoir une notification par mail, un article Seeking Alpha. MSCI autorise un nouveau 1 milliard de buyback supplémentaires avec de la dette. Et tous les jours, je l'attends, cette notification, je l'attends. Bon, ça va arriver un jour ou l'autre, hein. Mais voilà, avec FICO, c'est 2 actions qui vont bénéficier énormément de la baisse de taux. Malheureusement, personne n'en parle sur YouTube, personne n'en parle sur Twitter, mais ça va clairement booster les retours sur actionnaires. Et j'espère que l'action va cracher d'ici là. Comme ça, on a une valorisation encore plus faible. Ils peuvent faire encore plus de buyback. Ce qui est très très bien, c'est que le management est très bon pour les buybacks. Donc, ouais, MSCI est un peu cher maintenant, fair value, mais c'est justifié. Comme tu l'as dit, hein, vraiment, c'est intouchable comme business model. Ils vont se focus sur les index, c'est intouchable. Ouais, ils sont beaucoup plus focus que S&P, c'est ça que j'aime bien. C'est beaucoup plus focus. S&P, j'ai l'impression que tous les 3 ans, il y a soit une acquisition, soit une fusion qui est faite, soit une scission qui est faite. Donc ça bouge un peu trop. Alors que là, MSCI, c'est plus ennuyant, il ne se passe rien, quoi. Il Ouais. ne se passe rien, si ce n'est leur petit entre 8 et 12% de croissance par an. C'est la seule chose qui se passe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes le cours de l'action, c'est exponentiel jusqu'à 2021, les taux ont augmenté, ça a beaucoup baissé, ça augmente tranquillement depuis là, et donc, voilà, tout qui baisse potentiellement, ça repart de plus belle très fort. Donc, ouais, c'est juste, ouais, j'ai du mal, en fait, j'ai du mal encore à acheter des actions qui sont autour de la fair value. Moi, en général, j'attends que mes estimations de croissance, de valorisation, me permettent d'avoir un CAGR aux alentours de 13% par an. Et là, avec MSCI, je crois que je suis aux alentours, à ces prix actuels, on est au quoi, $550 en ce moment, 560. Quelque chose comme ça. Je suis, je crois, autour de 9-10% là d'estimation. Je vais essayer de voir rapidement si je ne l'ai pas là, le modèle que j'avais mis. Ouais, j'avais estimé. Ah non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas là. Mais ouais, je crois que je dois être. Je suis à 10, voilà, c'est ça. J'ai un CAGR en ce moment à 10, 40, 49, mais avec des estimations très protectrices, quoi. Je suis à 12% d'estimation de croissance du free cash flow par an, 1% par an de buybacks. Ce qui, si les taux d'intérêt baissent, ce sera beaucoup plus. Mais je préfère partir du principe que les taux d'intérêt vont rester flats et qu'ils ne vont pas baisser à un niveau suffisamment intéressant pour MSCI pour aller en faire plus. Et un price sur free cash flow visé dans 50, 25. Donc avec ça, je suis à 10,5% de croissance estimée s'il y a un achat qui est fait maintenant. Ok. Ce qui est honnête, hein. C'est honnête, bien. C'est bien, mais moi j'aimerais bien avec cette vision-là de faire du 13%. Ouais, ben ouais. Donc il faudrait une petite baisse de. C'est pas une grosse baisse, il faudrait une petite baisse d'une quinzaine de pourcents. Donc, je commence à me dire, pareil, de faire peut-être une petite position, comme pour Fortinet, une demi-position et double voire triple down si ça baisse. Ouais, il faut juste un mauvais rapport. Le Q3 qui soit très 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 mauvais pour MSCI et on est reparti, hein. Je crois que ça avait baissé de 8% la dernière fois. Donc voilà, 8-10%. Ça a repris ça a baissé de 8%, mais c'est dès qu'il n'y a plus personne qui tweet sur le rapport financier, ça repart. C'est-à-dire qu'on a baissé de 8% dans la journée et depuis la baisse, ça a repris 5-6%. Donc en soi, c'est comme si ça avait baissé que 3%. Ouais. Donc, ouais, s'il y a la même chose qui se passe, ça peut rentrer. Ouais.
D'ailleurs, ça peut être difficile de trader les résultats. Pour Fortinet, ça bouge beaucoup, par exemple. Chaque résultat, ça bouge énormément. Tu regardes 2023-2024, ça prend des moins 15, plus 15%. Difficile de prendre des positions. C'est très risqué comme pari de prendre des positions en espérant avoir des résultats, des bons résultats, des mauvais résultats, quoi. Pareil pour MSCI, hein. Pareil, ça bouge vraiment beaucoup pendant les résultats. Donc bon courage à tous les auditeurs qui, qui essaient de timer le marché et d'acheter la veille des résultats, parce que j'en vois des comme ça, hein. Vraiment, il y en a beaucoup qui disent ok, qui se croient plus malins et finalement ils se sont cassés la gueule moins 15%, ça fait mal. C'est un jeu risqué, ça se fait. C'est trop compliqué parce que tu as des entreprises qui vont avoir des bons résultats, ça va baisser. D'autres qui vont avoir des résultats pas si bons, mais le CEO va dire une phrase pendant le conference call, ça va exploser. Donc, c'est vraiment pas facile de jauger ça, de savoir s'il faut acheter, s'il faut pas acheter. Moi, j'évite d'acheter avant les résultats, sauf si on est vraiment à une fair value qui est exceptionnelle avant les résultats. Donc là, j'achète, mais j'essaie de pas me poser la question, est-ce qu'on a les résultats demain ou pas, parce que peut-être si les résultats sont trop bons, que ça fait mieux que tout ce qui était prévu et que c'est plus à ma fair value après, je serais dégoûté de ne pas avoir acheté juste avant. Et si c'est l'inverse, tu es dégoûté d'avoir acheté juste avant que ça baisse de 15% de la journée, mais je préfère ça que l'inverse, quoi. Ouais, comme on dit, choisis ta douleur. La douleur du regret ou la douleur de la perte de prendre à moins 15% en un jour. C'est très difficile. Mais je précise que Fortinet, quand ils ont publié leurs résultats, l'action était up. Et puis, juste après, le lendemain, down au moins 25%. Les résultats, au début, apparemment, les gens étaient très bullish. Et puis, ils ont lu le rapport, ils ont écouté l'earnings call et l'action est tombée. Donc, littéralement, c'est impossible et personne ne sait rien à court terme. Non, et puis même, c'est sans doute que tout le monde a dû se mettre sur Twitter en même temps. Et il y a quelqu'un qui a dû lancer une trend, un petit peu comme Joseph Carlson quand il a lancé sa trend sur Duolingo. C'est fou, ça. Je sais pas, j'ai jamais vu autant de personnes d'un coup devenir des experts de Duolingo. Et je vais vous dire que c'est l'entreprise la plus stylée du monde. C'est fou. Il y a quelques mois, en février, je crois que c'était Grab. J'ai jamais vu autant de tweets en un week-end de Grab. Tout le monde parlait de Grab. C'est fou, c'est incroyable ça. Et là, c'est Duolingo. Chacun son tour, tous les 3 mois, tous les 4 mois, 5 mois, c'est incroyable le nombre de vidéos qui ont été publiées, de tweets publiés sur Duolingo. Oui, c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi il y a une hype soudaine pour Duolingo. On sait que ça existe ce business. Tout le monde a déjà utilisé Duolingo. Et Joseph Carlson, il a fait sa position. Et il a ouvert la position la veille des earnings. Il a dit, j'achète $10,000 maintenant et $10,000 demain. Il a acheté $10,000. Earnings, ça prend plus 20 ou plus 30%. Il rachète $10,000. Une semaine après, ça perd 40%. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Et après les earnings, tu as eu, je crois que tu connais Jérémy Lefebvre. Oui, mais il a shorté. Ouais, il a shorté, il a mis son rapport pour shorter. Tu as eu Joseph Carlson qui a répondu, qui a dit tous ses points, il a pris tous ses points par un, il a donné le contre-argument à chaque fois. Ouais. Et là, il a pris, il s'est mis bien avec son short, quoi. Il a récupéré ses profits là, sur son short Lefebvre. Mais ouais, il a ouvert une position là, sur Salesforce. Ah, bah, très bien. Très bien. Il venait d'ouvrir une position sur Salesforce aussi. Très bien, bah oui. Ouais, je regarde toutes leurs vidéos à tous les deux, donc c'est très très bien. Attends, j'aimerais bénéficier d'une audience pour faire passer un message. Il y a tu sais pas ce que je veux dire, hein. Le mec qui met la pression. Il y a parfois des gens qui achètent, parfois des gens qui vendent, et j'ai vu des gens qui étaient vachement véhéments, soit team Jérémy, soit team Joseph, bullish ou bearish pour Duolingo. Et j'ai remarqué un truc, les gens défendent leur position comme s'ils étaient mariés à leur position, comme si c'était les cofondateurs de la boîte. Les gars, à tous ceux qui regardent cette vidéo, on investit en des actions pour être plus riche, on investit en des actions pour être plus serein et battre l'inflation. Donc, c'est pas grave si les gens ont des positions différentes. Vous n'êtes pas le cofondateur de la boîte. Ne défendez pas bec et ongle votre position. C'est pas grave. Les gens auront des avis différents. Et c'est pas grave. Le but, c'est que tout le monde soit plus riche dans les 20 prochaines années. Il y aura des gens qui vont shorter des positions que vous avez, ou bien l'inverse, et c'est pas grave.
Les gens sont devenus. J'ai vu des trucs vraiment méchants sur Duolingo, des gens qui se battaient, non, des fans, des fanatiques de Duolingo. J'utilise tous les jours, j'ai des streaks monstrueuses. Le mot, il est génial, mais la valo, elle est énorme, mais le mot, il est génial. Je fais bon, les gars, pourquoi vous prenez ça à cœur, quoi? Tout le monde peut faire de l'argent. Un short seller et un mec qui est long l'action, qui est bullish, peut faire de l'argent en même temps. À long terme, le mec bullish peut faire de l'argent vu que ça monte, mais à court terme, le mec qui short l'action peut faire de l'argent aussi. Donc tout le monde peut sortir gagnant, quoi. Voilà, je profite de l'audience pour tirer tout le monde vers le haut si possible. Donc, voilà, il y a sûrement des gens qui ont pris position et qui sont en train de regarder cette vidéo, j'en suis sûr. Voilà, et que ce soit sur Duolingo ou sur tout. Là, c'est une chaîne en français, donc il y aura pas mal d'actions européennes qui vont être discutées dans les commentaires, par exemple, mais pareil pour les États-Unis, pareil pour la Chine, etc., quoi. Voilà, j'ai passé mon message. De toute façon, il y a une règle d'investissement qui est assez simple, que je répète assez souvent. C'est si vous commencez à être émotionnel quand vous parlez d'une action que vous avez en portefeuille, c'est peut-être que c'est le moment de s'en séparer et que c'est le moment de revoir pourquoi vous investissez. Parce que si vous commencez à... Alors, je veux bien, il y a devenir émotionnel et défendre ses idées. C'est-à-dire, il y a donner sa thèse d'investissement qui va être en désaccord avec quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'elle est différente de quelqu'un que c'est une thèse émotionnelle ou que c'est une mauvaise thèse. Elle est juste en désaccord. Le monde est fait pour être en désaccord. Mais maintenant, commencer à pleurer dans les commentaires, à s'insulter tous parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec votre thèse, si vous commencez, et là, il faut que vous soyez capable de faire un travail d'introspection. Si vous sentez un truc qui commence à aller dans votre ventre, une envie de tuer quelqu'un ou une envie de frapper dans un mur ou je ne sais pas quoi parce qu'on parle d'une action, parce qu'on vous dit que Tesla, c'est de la merde ou parce qu'on vous dit que AMD, ce n'est pas aussi bon que ce que vous imaginez, si vous commencez à vous énerver pour ça, il faut revoir votre thèse d'investissement parce que attention et vous risquez vraiment d'avoir de mauvaises surprises en bourse un jour ou l'autre. Donc, essayez de rester neutre. On peut aimer ces actions, être accroché à ça dans le sens où on aime parce que ça déroule bien et tout, mais il ne faut pas que ça devienne, il ne faut pas rentrer dans des extrêmes. En général, les extrêmes, de toute façon, ça paye rarement bien. Exactement. Les mêmes choses qu'on voit pour Google actuellement. Donc, tous les deux, nous possédons Google en portefeuille. C'est une très grosse position. Et si on regarde les commentaires YouTube des gens il y a quelques mois, quand Google était à 150, 160, Google va se faire disrupter, Google va pas du tout, c'est la fin du monde pour Google, il faut vendre, tu penses pas que les risques sont énormes, il faut acheter autre chose à la place. Et maintenant que Google est à 200, 220, les gens qui triment leur position, qui coupent un peu leur position pour acheter d'autres choses qui sont moins chères, se font limite insulter. Pourquoi tu achètes Google? C'est débile de vendre maintenant. Google, c'est la meilleure action du monde. Ça va atteindre les 5 trillions de market cap. Voilà, pareil, les sentiments bougent énormément, quoi. Il ne faut pas se faire influencer. C'est difficile de ne pas se faire influencer quand il y a des vagues d'émotions qui sont circulées. Mais voilà, c'est pour ça qu'on publie ces vidéos YouTube aussi. Si on peut aider des gens qui sont dans le doute, c'est génial. Des gens qui cherchent un avis et qui veulent avoir des bonnes fondations pour faire de l'analyse fondamentale, c'est génial. Je trouve que c'est génial de regarder le business. Pas regarder les commentaires, juste regarder le business, ce qu'il fait, et on remarquera que le business n'a pas changé, que ce soit à $160 ou à $220. Google, en 6 mois, n'a vraiment pas beaucoup changé. Hein. Bah si, ils ont quand même grossi de 25%, quoi. Ouais. Voilà, donc, ils ont pris plus 25% de bénéfices opérationnels. C'est la seule chose qui a changé en un trimestre. Voilà. Voilà, donc. Mais c'est pareil, moi, c'est un red flag ultime, les boîtes où il y a tellement d'émotions autour. C'est par exemple, je me suis jamais fait autant insulter que quand j'ai dit aux gens, attention, les marges de sécurité actuellement sur Palantir ou sur Nvidia, elles sont pas super élevées. Il faut faire attention. Les gens, mais t'as rien compris au business. Tu peux pas parler d'eux. Comment tu peux parler d'eux? T'as rien compris au business. La valorisation, c'est rien du tout. Ils vont être tellement gros plus tard que la valorisation actuelle. Si on regarde comment ils vont être gros plus tard, ça ne veut rien dire. Les gens s'énervent, mais c'est incroyable. Ouais, que des cofondateurs dans les commentaires. Ouais. Je sais pas si il y a un mec qui s'appelle Amit aux US, c'est un streamer ou un truc comme ça, qui est sur la bourse et tout. Et il a fait une interview avec Alex Karp. Je ne sais pas si tu as vu l'interview. Oui, j'ai vu. C'est lunaire. Hein. Le CEO, c'est lunaire. Pour moi, personnellement, c'est tous les red flags que j'ai dans un CEO, dans une compagnie, qui ont été compilés dans une interview de 10 minutes.
mais je savais même pas que ça existait encore, des trucs comme ça. C'est limite, il insulte tous ceux qui n'ont pas de Palantir dans leur portefeuille. Il dit que ce sont des singes et que les gens qui ont du Palantir, c'est les seuls à vraiment avoir compris ce que c'est la vraie valeur et la vraie valorisation dans un business et tout. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Bon, il a toujours été comme ça, hein. Ils sont Oui, deux oui. fondateurs et c'est la face publique, Alex Karp. Donc, il a toujours eu des propos hardcore en fonction des short-sellers. On veut brûler tous les short-sellers. On espère qu'ils souffrent tous. Tous les gens qui sont contre l'action de Palantir, vous méritez. Genre, bon, je ne vais pas shorter Palantir pour cette raison-là, hein. C'est des Ah red non. flags pour nous qui sommes plutôt tranquilles de la team MSCI Mastercard sans aucun souci pour dormir bien la nuit. Donc, ce n'est pas des investissements pour nous, mais ce n'est pas une raison pour shorter non plus. Parce que c'est vrai que leurs résultats, c'est des résultats énormes. Vraiment, c'est monstrueux. Il y a un potentiel gigantesque s'ils arrivent. C'est ça qui m'emmerde. C'est parce qu'ils sont tellement focalisés, tu sais, sur en faire un meme coin qui explose que tu regardes leurs conférences call et leurs trucs, ils ne parlent pas beaucoup de leurs résultats. C'est galère pour trouver des informations données par l'entreprise pour savoir ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi ils sont meilleurs et tout. Parce que 100% de leur, enfin 100%, 80% de leur communication, c'est soit vous avez des actions Palantir, soit vous êtes un singe. C'est en gros ça. Et quand tu regardes les résultats, c'est une boîte qui grossit de plus de 50% par an, qui a un marché total qu'ils peuvent aller récupérer qui est énorme. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont, c'est pas potentiellement une boîte exceptionnelle, mais même Microsoft, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, si on revient en 2000, il ne faut pas oublier que tous ceux qui avaient acheté la boîte avec un PE de 60, et 60, c'est élevé, mais ce n'est pas du Palantir qui est à 200 ou 300. On parle de 60. Même s'ils ont triplé ou quadruplé leur bénéfice net par action entre 2000 et 2016, l'action a fait du surplace parce qu'elle se payait 60. Et donc, moi, j'ai toujours ce truc, c'est est-ce que tu penses que Palantir peut devenir un mastodonte aussi gros que ce qu'a pu devenir Microsoft entre les années 2000 et 2020? Parce que Microsoft, quand même, c'est quand même une sacrée success story. Ça a quand même très, très bien explosé. Et c'était à une valeur de 60, et l'acheter à 60, il faudrait que tu aies dû attendre 15 ans avant de revoir ta position dans le vert. Donc, je ne dis pas que il va se passer la même chose, j'en sais rien, personne ne le sait, mais j'aime bien à chaque fois me mettre des points de repère comme ça qui te ramènent à la raison et qui te disent, ouais, ok, c'est vrai que bon, Microsoft a très bien performé, c'est pas pour autant que ça n'aura pas été un mauvais investissement en 2000, quoi. Voilà. Si Palantir décélère un peu, les multiples vont s'effondrer. Mais tant qu'ils continuent leur vitesse de croisière à grossir énormément, tout va bien. La question, c'est dans les 5 prochaines années, est-ce qu'ils vont décélérer? Au lieu de grossir 50% par an, ils grossissent de 25% par an, ce qui est déjà énorme, mais les attentes vont diminuer, quoi. Parce que grossir de 50% par an tous les ans, pendant 10 ans consécutifs, ça serait un exploit phénoménal. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent faire ça, donc on verra. On verra ce qu'il en est. Ça peut devenir soit très gros, soit un meme-coin, soit se faire détruire. On a eu trop d'exemples en 2021 d'entreprises qui ont fanfaronné et qui ont perdu 99%, tous les SPAC. Je ne suis pas en train de dire que Palantir est un SPAC, hein. Je vois les commentaires arriver. Mais il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des attentes phénoménales et qui ont eu des chutes phénoménales aussi. Donc, tout est possible. Après, ça ajoute une quantité de risques énorme à un portefeuille. Risque, / volatilité, / incertitude, que personnellement, je ne veux pas. Je veux pas. Et surtout, le retail. Encore, je veux bien qu'on adhère à la vision de Palantir, pourquoi pas, mais les gens n'adhèrent jamais à la vision de Palantir quand ça valait 7 $. Il y a 2 ans en arrière, quand ça valait 7 $, tout le monde s'en battait les couilles de Palantir. Personne n'en voulait. Il y avait personne qui en voulait. Tout le monde disait, ouais, on vous l'avait dit, la valo était complètement débile en 2021, vous avez ce que vous méritez. Et maintenant que toutes ces personnes qui disaient ça, maintenant que ça a pris je sais pas combien, 300, 400, 500% en un an, là d'un coup, ouais, non, en fait, c'est un super business model, je l'ai toujours dit, j'ai fait une erreur en 2022. C'est toujours comme ça. vraiment, C'est incroyable, hein. C'est fou, vraiment, je trouve ça hallucinant. Les livres d'histoire, de théorie de bulles, de sentiments de marché disent tous la même chose. Et à chaque nouvelle génération, on dit, mais
avec l'intelligence artificielle, ça va aller du coup. Les gens seront plus informés, les marchés seront plus efficients, du coup, ça sera beaucoup moins émotionnel. Non. On disait la même chose pour les logiciels. Internet, les gens auront accès à l'information, du coup, les gens vont être plus éveillés, les marchés plus efficients, il n'y aura pas de trucs exubérants. Non, les émotions humaines, c'est ce que Howard Marks dit. Tant que les émotions humaines seront là dans le process, IA ou pas IA, algo ou pas algo, tout est fait par des humains au bout du fil. Donc, tant qu'il y aura des émotions, il y aura des sentiments de marché comme ça, qui vont à la fond la caisse. Ouais, tant qu'il y a des humains, de toute façon. Et puis même le truc, c'est tellement. Les gens sont addicts à leur dose d'émotion sur les actions ou tout ça. Il y en a très peu qui. Il y en a beaucoup qui se disent bah, je veux une stratégie long terme, mais là, juste pour 1 an ou 2 pour construire mon capital, je vais faire une stratégie plus momentum ou une stratégie de trading ou un truc comme ça. Et tu leur dis mais ok, pourquoi pas, mais je te demande juste de me trouver un seul manager de fonds quoi, qui a surperformé le marché pendant au moins 10 ans avec une stratégie comme ça. Juste un seul. Tu n'as pas besoin d'en chercher beaucoup et tout ça. Là, on va te dire, bah ouais, regarde Bill Ackman avec son trade pendant le Covid. Ah non, si tu regardes Bill Ackman, il y a des positions, ça doit faire 15 ans qu'il les a en portefeuille, ou 10 ans qu'il les a en portefeuille, c'est celles-là qui lui ont fait gagner tout ça. Certes, il a gagné 1 milliard en 3 jours pendant le Covid, mais enfin, c'est 1 milliard, le mec, il gère 10 milliards. Donc, c'est 10% du portefeuille qu'il a gagné. Enfin, voilà, quoi. Relativement parlant à ce qu'il gère, c'est pas énorme, quoi. Enfin, c'est bien, mais c'est pas énorme. Ça va te dire oui, mais tu as Renaissance technologique. Ok, ben va avoir le cerveau de Jim Simons, va créer les algorithmes qu'ils ont créés, et puis après, tu veux, reviens me parler, j'investis, parce que là, si tu arrives à me recréer les mêmes algorithmes qu'il a fait, moi je viens, hein, parce que 60% par an pendant 20 ans, ça compte pas mal, ça. C'est clair. Non, ouais, Bill Ackman, restauration, quoi. Restaurant et action très boring, Bill Ackman. Un truc qui génère du cash. Voilà, on est loin du momentum, des SPAC, des situations spéciales. C'est un activiste. C'est-à-dire que le mec, il y va dans le truc, il leur dit vous allez gérer le capital comme ça, et c'est bon. Et là, aujourd'hui, je crois, Bill Ackman, je crois, c'est quoi, 15% de son portefeuille, c'est Google et Brookfield. Oui, il doit avoir Brookfield, il doit avoir du Uber, il doit avoir du Google, c'est des grosses positions. Ouais, et donc c'est vraiment du long terme qu'il va chercher, des boîtes assez bonnes. Il a très bien performé jusqu'à présent, mais les gens ont tendance à oublier. Je trouve que le problème de l'investisseur particulier, c'est qu'il se croit plus capable que ce qu'il n'est. En règle générale, c'est bien de penser qu'on est capable d'avoir une vision positive de soi-même et tout ça, mais je trouve que les investisseurs particuliers, moi y compris de temps en temps, on a tous ce truc où on se pense plus capable que ce qu'on est réellement, et on oublie de se dire que même des mecs comme Howard Marks, comme Warren Buffett et tout ça, ils ont eu des années où ça se passait moins bien. Ils ont eu des années où ils ont dû faire des ajustements et tout. Et de se dire aujourd'hui on va être capable de faire mieux que Warren Buffett, alors que ça fait 80 ans qu'il fait la même chose, alors qu'on a commencé à s'intéresser à la bourse il y a 1 an, et de dire qu'on a compris quelque chose que lui n'a pas compris, c'est quand même... faut être fort, quoi. Faut avoir une sacrée confiance en soi. C'est la courbe de... comment ça s'appelle Donner-Kruger. Ah mince, je ne sais pas, la courbe de connaissance, c'est de confiance en soi qui est au top au début. Et puis après, on a la vallée de l'apprentissage ou la vallée de l'humilité. Et en fait, on apprend de nos erreurs et après, on reprend conscience. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ça pour les gens qui ont commencé à investir dans 1 ou 2 ans, qui ont connu qu'un marché haussier. Je leur conseille de lire des articles et voir des vidéos de 2022. Le crash, j'appelle ça crash, de 2022 a été plutôt lent comparé à des corrections qu'on a eues en avril, par exemple. C'était de 2022, de janvier à octobre. On a eu 10 mois. 10 mois longs, avec des faux espoirs, où ça remonte et ça redescend. Et ça remonte, ça redescend. Et en fait, ça continuait. Et toutes les actions spéculatives se sont faites arracher. Hein. Toutes les actions trendy, les SPAC de 2021, les actions qui généraient beaucoup de clics sur YouTube, tout est tombé lentement. Les gens ont pensé que c'était le bottom en avril, pas du tout, ça redescend. Le bottom pendant l'été, pas du tout, ça redescend. Tellement d'argent a été brûlé là.
Donc voilà, je conseille à tous les gens qui ont la confiance maintenant de regarder les vidéos de 2022. Franchement, ça fait mal au cœur. Il y a des gens qui ont perdu des sommes énormes, juste des retail investors qui n'avaient pas fait la recherche en se disant vas-y, je fais du momentum. 2020, ça marchait. 2021, ça marchait. 2022, ils sont fait exploser. Et c'est difficile de rebondir après ça. Je veux dire, mentalement, tu prends un coup. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le marché. Alors, justement, c'est là où il fallait remettre des billes parce qu'il y avait un crash. Donc, déjà, psychologiquement, c'est très frustrant. Qui plus est, tout a remonté énormément. Donc, tu te sens très con. Donc, psychologiquement, c'est horrible. Il y a des vrais impacts. Et qu'est-ce que je voulais dire ils ont tiré aucune leçon du crash de 2022. Malheureusement, c'est cyclique, ça reviendra. Et bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, quoi. Les seuls qui ont survécu, je trouve, au crash de 2022, c'est ceux qui avaient commencé à investir en 2020. C'est toute cette génération d'investisseurs qui est née du Covid, qui ont investi pendant la baisse du Covid leur épargne. Eux, ça allait, parce qu'en 2022, au final, on n'est même pas redescendu au niveau de 2020, du crack de 2020. Donc, on a eu ceux-là n'ont pas trop. Ça a été douloureux, mais ça n'a pas été si douloureux que ça parce qu'ils étaient quand même en profit. C'est ceux qui ont commencé à investir en 2021, c'est eux qui ont pris très cher. Ah ouais. Ceux qui ont pris le plus cher, c'est ceux qui ont commencé à investir en regardant des vidéos de Cathie Wood. Alors, eux, ils se sont fait démonter comme pas possible. Ouais. Je me disais, elles sont très très bien ces vidéos. Je les regardais à l'époque et c'est vrai que ça fait beaucoup de sens quand on regarde les vidéos. J'adore entendre Cathie Wood parler. Ça fait beaucoup de sens. Malheureusement, le track record n'est pas là. Donc en fait, tu peux te laisser séduire. C'est excellent. Ça me happe de regarder ces vidéos. Et avant, je les regardais quasiment toutes, même si j'investissais dans aucune entreprise qu'ils investissaient dans leur portefeuille, mais juste parce que c'est intéressant pour la technologie. C'était vraiment des gens qui étaient des acteurs présents dans la tech, innovateurs, visionnaires. C'est génial comme vidéo. Malheureusement, ça nous biaise. Donc j'ai arrêté de regarder les vidéos. Parce que on recommande Cathie Wood, pas pour sa notion de visionnaire, mais pour ses performances après tout, hein. C'est comme ça qu'elle est jugée de toute façon. Elle est jugée, avant c'était la femme Warren Buffett en 2021, et puis après, depuis 2022, c'est une descente aux enfers dont elle ne remonte pas, quoi. Tesla l'aide un peu, mais le reste, il est plutôt catastrophique, quoi. Et pour tous les investisseurs qui l'ont suivi, comme tu dis, hein, qui ont commencé en 2022, qui ont suivi, si on perd 50%, il faut qu'en 2023 ou 2024, on fasse un plus 100% pour monter à break-even. Donc, si on est coupé en deux, il faut qu'on fasse plus 100%. Les maths sont difficiles pour certaines personnes. Ils pensent que quand on est down, quand on descend de 50%, il faut juste faire plus 50% pour remonter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis un investisseur public sur eToro et j'ai une communauté de plusieurs milliers d'abonnés. On est sur 30 millions de personnes sur eToro. Je vois les posts et je vois cette faculté mathématique que les gens n'ont pas. C'est surprenant. Bon, je ne pense pas que ton audience l'est, mais dans le lot, s'il y en a un ou deux qui pensent qu'il faut faire plus 50% pour remonter après un moins 50, ce n'est pas le cas. Il faut faire un x2. Et si on crash en 2022, on fait un moins 60%, il faut faire un x3 pour remonter. Moins 66%. Si on perd 2 tiers, il faut faire un x3 pour remonter. Bon courage pour faire un x3. Même maintenant, là, si on prend beaucoup de risques, c'est difficile de faire un x3. Il faut Palantir finalement. Voilà la solution à tout. Difficile. Et Palantir, Nvidia, Palantir, AMD. Ouais, c'est nickel. Et voilà. du SoFi, Nvidia, Palantir, AMD, SoFi et je ne sais pas ce que c'est l'autre. Il y a ça. Il y a un truc aussi qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre faire moins 50% sur ton portefeuille et faire moins 50% sur une position du portefeuille. Ça aussi, beaucoup de monde l'oublie. C'est que du 100% en 3 mois, c'est faisable. Une boîte qui a des fondamentaux exceptionnels, qui a le monde en négatif sur elle parce qu'elle va se faire disrupter et qui ensuite rebondit parce que les résultats continuent d'être bons, ça a peut-être fait moins 50% en un an, mais ça peut faire du 200 ou 300% en une année parce que le changement de momentum a ça. Je pense par exemple à Arista Network, qui, avec les tarifs de Trump, l'action s'est fait démonter comme pas possible. Oui. C'était censé être disrupté. Depuis avril à aujourd'hui, septembre, l'action a fait plus 110%. C'est incroyable. Elle avait perdu 50%. Là, elle a repassé ses plus hauts historiques qu'elle avait juste avant. Donc, le 100% peut être fait rapidement, mais il peut être fait sur une entreprise, sur un portefeuille global d'une quinzaine d'actions. Pour que ton portefeuille fasse du plus 100%, en règle générale, il va falloir que tu attendes au moins 5 ans. Si tu as bien investi, c'est 5 ans qu'il faudra que tu attendes. Donc, ça voudra dire que si tu prends un moins 50% sur ton portefeuille,
faut que tu te dises que globalement, il va te falloir 5 ans, si tu as bien investi, pour rattraper ça. Donc, Ouais. ça pique, quoi. Et redoubler, faire 100% doublé en 5 ans, ça fait du 14% par an. Voilà, il faut être plutôt solide aussi pour faire du 14% par an. Si jamais il y a des erreurs par-ci par-là, au lieu de faire du 14, on fait du 8, il faudra beaucoup plus d'années pour remonter de cette erreur-là, quoi. Donc, c'est la règle numéro 1 de Warren Buffett reste vraie. Règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Parce que quand perdre 50%, il faut redoubler, ça prend vraiment des années énormes, quoi. Je me souviens en 2022, des gens qui ont vraiment fait. C'était catastrophique le résultat, hein. J'ai travaillé dans un fonds d'investissement à Paris à l'époque. J'ai vu des résultats qui étaient sucrés salés, comment dire. Moins 70% en portefeuille pour des clients. Pour gérer des millions et des millions, ça fait mal au cœur, hein. Quand ça, en général, le fonds s'arrête quand c'est comme ça. Il y a des rédemptions, tout le monde se barre. On arrête la casse, quoi. D'ailleurs aussi, c'est pour ça, dans les fonds Morningstar, on voit parfois des gens qui classent les fonds. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des ETF picking dans ta communauté. Il y a parfois des gens qui comparent les performances des fonds. Par exemple, un fonds d'investissement qui a plusieurs fonds à l'intérieur. Ils ont 20 fonds différents. Et ils disent, ah, ce fonds, il marche plutôt bien. La plupart des fonds marchent bien. La vérité, c'est que les fonds qui ne marchent pas, ils les enlèvent de la liste. Ils les suppriment et ils les remplacent par des fonds plus performants. En fait, il y a un effet de sélection, un effet du survivor, du survivant, quoi. C'est comme l'image de l'avion avec les balles trouées qui revient. Je ne sais pas si tu vois cette image. Voilà, c'est exactement ça. On ne garde que les fonds performants. Les fonds qui ne sont pas performants, on les éclipse petit à petit. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Voilà, faut faire gaffe un peu partout. En fait, il faut tout vérifier tout le temps, quoi. Tout vérifier tout le temps. Déjà, je trouve que de plus en plus, un red flag, je trouve, qui est de plus en plus présent sur un fonds d'investissement. C'est très simple. Pour un fonds d'investissement, pour savoir si vous devez investir ou pas, c'est soit il a plus de 10%, il a une surperformance de l'indice de référence sur au moins 10-15 ans. Donc, il a ce track record sur au moins 10-15 ans, de façon consistante, sans avoir une année chelou où tu as pris moins 50% alors que l'indice a fait plus 10%. Et que ce soit un seul fonds, qui ait rien qui est changé dans la structure, rien, et qui est ça pendant 10-15 ans. Soit, si à la limite tu veux prendre un fonds un peu plus risqué, c'est un fonds qui est basé uniquement sur la performance, c'est-à-dire qu'il ne se rémunère pas s'il n'y a pas de performance. Si vous avez des frais d'entrée à 2% pour un dépôt, en règle générale, pour un fonds qui a moins de 15 ans d'historique, mais purement sur ce fonds, sans qu'il y ait eu de changement ou quoi que ce soit, c'est un red flag. C'est un red flag parce que c'est… déjà, de base, le fonds d'investissement, s'il est bon, il a aucun intérêt à mettre un frais de gestion. Il n'a absolument aucun intérêt à le faire. Parce que quand ils sont bons, ils savent que de toute façon, ils peuvent se gaver encore plus avec des frais de surperformance qu'avec des frais de gestion, parce que le frais de gestion sera à 2%. Le frais de surperformance, c'est limite, ils font du 50-50 sur la surperformance qu'on vous apporte. Donc, quand tu fais du 20% par an alors que l'indice fait 10% par an, tu prends 5% de frais au lieu de prendre 2% de frais, et tu prends 5% de frais que le client est content de payer parce qu'il a détruit l'indice grâce à toi. Donc ça, en général, si vous devez investir dans des fonds d'investissement, visez ça. Le problème maintenant, c'est qu'en tant qu'investisseur particulier, si vous n'avez pas une fortune de moins 1 million de dollars, ce sera très compliqué d'avoir accès à ce genre de fonds parce que souvent, le ticket d'entrée est minimum à 100 000 dollars et il faut être ce qu'on appelle un accredited investor pour y arriver. Donc, il faut avoir au moins 1 million de net worth liquide. Hein, donc, ça veut dire que si vous avez une maison qui vaut 1 million, ça ne compte pas. Exact. D'ailleurs, question annexe. Dans le vraiment long terme, tu devrais réouvrir un fonds. Je ne sais pas si on va la garder cette question au montage. Si jamais elle est gardée, tu te verrais dans plusieurs années ou bien l'année prochaine, hein, ça peut être n'importe quand, avoir ce projet d'ouvrir un fonds plus tard, stock picking? Ouais, c'est le end goal, on va dire. Pour moi, c'est l'objectif principal. Maintenant, quand ça se fera, je ne sais pas. Parce que je suis toujours en train d'étudier le truc en mode est-ce que je fais un fonds? Est-ce que je fais un ETF? Parce que l'ETF sera plus accessible. Le fonds, le seul truc qui m'embête un petit peu avec le fonds, c'est que en général, il faut avoir soit une grosse fortune personnelle pour pouvoir le lancer, soit trouver un ou deux gros investisseurs qui te financent ton fonds, parce que
Si tu veux le faire, le mettre dans des juridictions qui sont bien pour le scaler, pour attirer beaucoup de clients, qui ne soient pas des clients entre guillemets de la pègre. J'ai rien contre ça, mais qui soient vraiment des clients, des gros clients, des institutions financières et tout ça. En général, il va falloir le domicilier aux US. Il va falloir créer un fonds américain ou un fonds européen ou luxembourgeois. Enfin, et c'est entre 30 et 50 000 $ par an de frais avec les avocats, les licences et tout ça. Donc, pour les fonds pas chers. Hein. Pour les fonds pas chers. Hein. Pour les fonds pas chers. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui me bloque aujourd'hui, parce que ça a quand même une grosse somme d'argent à mettre. Donc, l'idée, c'est je fais du réseau, j'essaie de rencontrer des gens. Si je rencontre un jour quelqu'un qui me dit, ben voilà, je te fais confiance, je mets 3 millions, on ouvre le fonds. Donc, je pense que là, j'ouvrirai le fonds. Ou alors, je ferai une syndication, c'est-à-dire j'ouvrirai une société d'investissement qui va coûter quasiment que dalle, où je gérerai que ce qui met. Et donc là, ça pourra commencer à créer un track record audité, quoi. Et pour ensuite, pourquoi pas passer sur un fonds avec LP et MP. Mais ouais, pour le moment, c'est juste ça qui bloque un petit peu. Parce qu'on peut aussi le faire avec la crypto-monnaie, où du coup, ce sera beaucoup moins régulé, mais pareil, tu seras limité à, entre guillemets, ton audience. Tu ne pourras pas aller dans une banque et proposer à la banque tes produits, ou tu ne pourras pas. Des conseillers en gestion de patrimoine, si, probablement que tu pourras, mais des trucs sérieux qui peuvent potentiellement mettre 500 millions d'un coup, ce sera beaucoup plus compliqué à avoir avec une structure de ce style. Donc, c'est plutôt là-dessus pour le moment que ça bloque un peu, mais ouais, j'aimerais ouvrir un fonds. Toi aussi? Oui, bah, c'est l'idée. Hein. Ça fait depuis 2022 que je me renseigne. Il y a eu beaucoup de coups de fil avec des avocats. Au Luxembourg, hein. Tu parlais du Luxembourg, c'est exactement là où je comptais me domicilier. Allemagne et Luxembourg. Bizarrement, en France, ça s'est pas fait. Hein. Comme d'hab, un problème de plus juridique en France, c'est marrant ça. Luxembourg, c'était très bien, mais la paperasse était gigantesque. Donc finalement, j'ai attendu un peu et j'ai eu 2 sponsors. Et finalement, c'était limité, c'était capé. C'est-à-dire que je pouvais avoir 15 investisseurs, max. C'est bon, Ok. super. Je pouvais commencer. Hein. 15 investisseurs, ok. J'avais le feu vert d'un peu tout le monde. Mais après, je me suis dit, bon, si je veux le scale, c'est une structure long terme. Donc, si tu crées le fonds maintenant, genre si je crée imagine que tu crées ton fonds en 2026, c'est pour le garder, auditer, track record pour les 10 prochaines années. Imagine, tu as une belle performance. Tu auras d'autres gens qui vont vouloir venir. Donc, on était 11 de base. Voilà, je peux faire rentrer 4 autres places, 4 autres personnes. Si jamais il y a un 16e, je suis obligé de lui dire non. Désolé, la structure n'autorise que 15 personnes. Donc, en fait, ce n'était pas scalable. Et les autres solutions qui étaient scalables, juridiquement, c'était un enfer. Un enfer. Donc, des frais d'avocat. Tu as regardé du côté de Hong Kong? Parce que Hong Kong, je crois que c'est un peu plus tranquille juridiquement parlant pour faire des fonds. Ça me paraît loin. Tout en restant dans une structure qui est sérieuse, quoi. Hong Kong, ça reste une place financière majeure dans le monde. Donc, il y a Hong Kong qui peut être pas mal pour, justement, éviter d'avoir à créer un fonds aux Bermudes, aux îles Cook, tous ces trucs comme ça, quoi. Il y a Malte, Chypre, très intéressant si vous voulez. Il passe entre les mailles du filet pour beaucoup de choses. Je me sentais pas de le créer à Chypre ou à Malte. Vraiment, je connais pas du tout ces pays. Encore, c'est bien, hein, tu sais qu'il y a beaucoup de banques et tout ça qui vont obtenir pour être à Chypre. C'est bien parce que c'est reconnu par l'Europe. C'est l'avantage qu'il y a par rapport à toutes les îles du Caraïbe. Là, ça ne va pas être reconnu par l'Europe et à moitié par les États-Unis. Chypre, c'est globalement bien reconnu un peu partout. Il y a plus de confiance, donc ça va encore. Ouais, moi, je me vois mal pitcher un fonds qui est à Chypre, quoi. Si la plupart des investisseurs sont français, européens, allemands, italiens, je préfère que le fonds soit en France, Allemagne ou Italie, quoi. Ça sera plus. Irlande, c'est très bien aussi. C'est que pour les investisseurs accrédités aussi, c'est 100 000 balles minimum. Mais ça va, franchement, c'est pas déconnant. Il y avait aussi des partenariats avec des équivalents d'Interactive Broker. En gros, tu peux créer un compte, sûrement que tu connais ça, le Family Account d'Interactive Broker, où tu peux gérer les gens de ta famille, 5 personnes ou plus, qui n'est malheureusement pas dispo en Europe. Donc, tous les gens qui écoutent ce podcast en disant je vais créer un fonds via Interactive Broker, c'est impossible. C'est interdit de se rémunérer, donc on ne peut pas prendre des frais, donc on ne peut pas en vivre. Et il y a un équivalent allemand qui s'appelle CapTrader,
qui permet de faire ça. Donc, j'étais en contact avec eux et finalement, ça ne s'est pas fait. Plutôt compliqué au niveau paperasse, juridique aussi. Il fallait avoir une structure beaucoup plus officielle. Tu ne pouvais pas être un one-man show. Il fallait être plusieurs gérants. Et je crois qu'on investit de façon individuelle. Donc, c'est délicat. Ils demandaient une licence internationale. Je l'ai passée. Mais finalement, il fallait être plusieurs portfolio managers. Donc, ça ne s'est pas fait finalement. C'est une vraie galère d'ouvrir un fonds. C'est une quantité de documentation gigantesque pour une fenêtre de tir très fine, très petite. Donc, ouais, et puis en fait, le domaine est fait d'une sorte à ce que, honnêtement, si tu ne commences pas ton fonds avec 5 millions sous gestion, c'est soit tu acceptes de manger des pâtes pendant 2-3 ans, alors le temps que tu trouves des clients potentiellement et tout ça, ou que tu construises au moins un track record audité plus sérieux, quoi. Mais ouais, si tu n'as pas au moins 5 millions pour le lancer, sur un fonds pour de la bourse, hein, je ne parle pas d'un fonds dans d'autres choses, des fonds pour faire des acquisitions ou des clubs deals de start-up, tout ça, c'est un autre sujet. Mais des fonds pour faire du stock picking en bourse, si tu n'as pas 5 millions, un sponsor qui t'aide pour le lancement avec les frais juridiques et tout, c'est compliqué, quoi. Donc, j'ai plein de clients qui me disent, attends, pourquoi tu n'ouvres pas un fonds? Moi, je mets tout. Mais le truc, c'est que c'est OK, j'ouvre un fonds, mais sans manquer de respect à personne. Je suis très content que tu veuilles mettre 10 000 ou 20 000 euros dans mon fonds, mais c'est pas ce qui va aider au lancement, c'est pas ce qui va faire mettre le truc. Il faut avoir plusieurs millions. Et donc, il faut trouver pour 10 000 balles. Pour avoir 5 millions, je crois qu'avec 10 000 balles, c'est quoi? C'est 500 clients à 10 000 balles pour faire 5 millions. Trouver 500 personnes qui mettent 10 000 balles, sachant que la régulation fait qu'un fonds d'investissement n'a pas le droit de faire de publicité, que pour faire de la pub, il faut avoir une autorisation supplémentaire. Cette autorisation supplémentaire, elle coûte très cher à avoir. Il faut faire des trucs particuliers pour l'avoir. Donc, c'est un monde assez complexe. Ouais, mais le truc de publicité, il y a aucune chaîne YouTube qui a de fonds. Il faut de la reverse sollicitation. En gros, tu n'as pas le droit de parler du fonds. Tu n'as pas le droit d'en faire une vidéo YouTube. Ouais. Il faut que les mecs cliquent dans ta description, cliquent sur le lien et t'envoient un mail en disant « Est-ce que je peux avoir de la docu, s'il te plaît ?» Et là, tu réponds. Donc, même si on a une audience de plusieurs milliers de personnes, c'est très frustrant de ne pas pouvoir en parler, quoi, de ne pas pouvoir parler de sa passion, de ce qu'on fait, de ses projets. Je crois qu'il n'y a aucun YouTuber, non, qui a ça, qui a un fonds. Et les gens qui peuvent investir dans le fonds, c'est les abonnés. Il n'y a personne qui fait ça. Si, mais c'est un fonds chelou. Je pense qu'il le fait plus en mode club deal ou syndication. Donc, il n'a pas la structure fonds d'investissement. Il y a Théophile Hélier qui fait un peu ça, avec Online Asset. Donc, lui, il fait limite des vidéos. Il a même fait une vidéo où on visite les bureaux Online Asset. Trop bien. Donc, c'est en mode, dans toutes ses vidéos, il dit, voilà, avec Online Asset, on permet de faire mieux que les indices, que les investissements classiques, tout ça, en rachetant des sites. On rachète des sites Internet, on les opère et on reverse des dividendes à hauteur de 15%, 20% par an sur les bénéfices qu'on fait avec ça. Et donc, il parle clairement de son truc, mais je ne pense pas qu'ils aient une structure de fonds d'investissement. Ils agissent comme un fonds, mais je crois que la structure, c'est à chaque deal, ils vont ouvrir une nouvelle boîte qui va acheter ce deal et tous les associés possèdent une partie de cette boîte. Donc, selon la régulation, lui, il a le droit de nous parler du fonds. C'est trop bien. Voilà. Donc, abonnez-vous à Théophile Hélier. Très bon contenu, d'ailleurs. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il a le droit. Je ne suis pas encore assez expert là-dessus. Donc, je ne pourrais pas dire il a le droit, il n'a pas le droit. Je ne peux pas donner de conseils là-dessus ou rien du tout. Mais je sais qu'il fait comme ça. Et derrière, je crois qu'ils ont des bonnes performances en plus depuis qu'ils ont ouvert. Ça ressemble un peu à ce que fait Constellation Software, quoi. Ils achètent des sites web. Eux, ce qu'ils font, je crois, c'est qu'ils achètent des sites web qui font de l'affiliation, qui font des sites qui font plus d'1 million d'euros ou 5 millions d'euros de dollars par an. Ils rachètent le truc, ils l'opèrent et ils augmentent. Enfin, il faut qu'ils voient qu'ils puissent augmenter les bénéfices. Ils améliorent avec leurs partenaires pour augmenter les bénéfices et ils redistribuent aux shareholders, quoi. C'est très bien. Du PE, quoi. Ouais. Donc, c'est c'est pure private equity et je crois, qu'ils fonctionnent en syndication. Il faut voir le truc. Donc, ils ouvrent une nouvelle LLC à chaque fois qu'ils font un deal. Voilà. Peut-être dans ton audience, tu auras des avocats spécialisés dans les fonds d'investissement qui vont mettre un commentaire en disant voilà, je connaissais ça. J'ai déjà eu dans l'audience des personnes qui m'ont donné des contacts de banquiers privés ou d'amis qui travaillent dans la finance pour ouvrir un ETF.
Parce que par exemple, ouvrir un ETF, ça me semble beaucoup plus accessible, tu vois, par exemple, que faire un fonds d'investissement. Créer un tracker, ça semble être beaucoup, beaucoup plus accessible. Il semblerait que c'est une direction que beaucoup plus de financiers prennent, c'est-à-dire de créer un tracker, un ETF, plutôt que de créer un fonds d'investissement, parce que c'est moins cher, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus liquide. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est plus liquide, donc les clients ne sont pas forcément avec un fonds, tu peux mettre une règle, pas le droit de sortir le cash pendant au moins 5 ans. Avec un tracker, ce sera plus compliqué. Et il faut apporter des réserves de liquidité aussi supérieures pour un tracker. Ah, ok. Ouais, complètement différent, quoi. Ouais. Ok. On va arrêter là pour le podcast. Je pense que ça a été très, très intéressant. J'espère que l'audience a apprécié. Vous pouvez trouver Christophe, je vais mettre les liens de sa chaîne YouTube sous cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir son travail, ses analyses, ses watchlists. Je crois que tu publies une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours, c'est ça? Mais exact, tous les jours maintenant. Tous les jours. Donc, allez vous informer. Il a une très bonne chaîne. Je pense que vous trouverez de bonnes informations et de bonnes pépites pour être de meilleurs investisseurs. Voilà, bah, merci beaucoup pour la pub. Laissez un like à ce podcast. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à Guillaume. Et on se voit à un prochain épisode. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Ciao à tous.